Madame, Monsieur, amis téléspectateurs, amis internautes, merci de nous rejoindre sur le plateau pour suivre cet entretien exclusif de Koudma Media Group. Avec moi sur le plateau, Monsieur Prince Obanga, que nous allons désormais apprendre à connaître. Bonjour. Bonjour. Monsieur Prince Obanga, en tout cas, merci de vous être rendu disponible pour cet entretien exclusif. Question d'échauffement. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'heure où vous répondez présent à notre invitation? Je suis d'autant plus excité et je fais preuve de gratitude, déjà, il faut le dire. Je vous en prie. Excité, pourquoi? Parce que se retrouver en plein émission télévisée, je réalise que j'ai cette grâce. Et pourquoi la gratitude? D'abord, en matière d'excitation, déjà, se retrouver sur le plateau et échanger, c'est déjà quelque chose de très, très fondamental. Et pourquoi la gratitude? Je dirais parce que avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer à travers tous ceux qui vont me regarder, je pense que c'est quand même une chance, si je peux dire comme ça. Et maintenant que nous sommes déjà en train de nous échauffer, qui est Prince Obanga? Prince Obanga, il faut noter, je suis déjà congolais, nationalité, et je suis voilà, ce monsieur qui essaie de se battre. Pourquoi essayer de se battre? Pourquoi ne pas se battre directement? Soit on se bat, soit on essaie de se battre. S'il faut essayer de rectifier le tir, un monsieur qui se bat, pas qui essaie, effectivement, un monsieur qui se bat. Et donc, je suis un jeune Congolais, déjà profession comptable. Et comptable de profession, donc de carrière, de formation aussi certainement. Ça remonte à combien d'années déjà vous êtes dans la profession de comptable? J'exerce cette profession, ça me fait 15 ans, on ne peut pas dire 16 ans. Ce n'est pas rien, donc ça remonte déjà à 2009-2010, par là. 2009, que je suis en train d'exercer. Si l'on peut saisir l'occasion justement pour comprendre un peu ce qui se cache derrière le métier de comptable, c'est un métier difficile, c'est un métier sensible, c'est un métier à risque, comme disent certains. Déjà, parce qu'on parle tout chiffre, on parle tout d'argent, on voit tout d'argent passer sous ses yeux. Déjà, c'est un métier noble. C'est un métier noble, d'autant plus que, par principe, le rôle du comptable, c'est déjà à travers un certain nombre d'informations, les flux. Le comptable se sert de ces flux pour essayer un peu, pas pour essayer un peu, disons pour relater la situation exacte de l'entreprise. Et quand on parle des flux, on fait allusion notamment des entrées et des sorties. Donc, vous achetez un papier, le comptable se sert de ces transactions-là. Et quand vous avez les encaissements, notamment un client qui vous paye, le comptable record toutes ces informations. En fait, chaque activité au sein de l'entreprise, peut-être au sein d'une organisation, se trouve être transformée forcément en information, comme on dit, information comptable. Naturellement, la plupart des informations sont transformées, notamment tout ce qui est par rapport au flux. Et c'est à travers ces informations que le comptable condense toutes ces informations et relate plus ou moins la situation exacte de l'entreprise. Et nous, je disais tantôt, c'est un métier très noble, d'autant plus que... Non, oui, mais comme risqué, enfin, il y a beaucoup de risques comme derrière peut-être comptable. Quand on voit un peu souvent ce qui se passe, parce que il y a des soucis dans une entreprise, dans une organisation, on pense au comptable, on pense au financier de la boîte, non? Bon, après, ça dépend naturellement. Déjà, il faut noter que qui n'est pas comptable qui le veut. En tout cas, ce n'est pas fait pour tout le monde, de toutes les façons. Qui n'est pas comptable qui le veut. Et éventuellement, à une époque, en ancien temps, avant d'exercer ce métier, il fallait prêter serment. Carrément. Oui. Ça ne se fait plus désormais? Bon, c'est une pratique qui a changé. C'est une pratique qui a changé avec l'ère moderne. On exige plus. Vous auriez aimé exercer le métier de comptable à l'époque où il fallait prêter serment avant de tenter dans la fonction de comptable, dans le métier de comptable? Bon, après, je ne saurais quoi répondre à propos. Par contre, si j'étais peut-être à cette époque, j'aurais peut-être... Ça aurait été avec plaisir que de prêter serment. Effectivement, j'aurais prêté serment. C'est à se demander quand même pourquoi ils ont retiré cette pratique, alors que ça semble à la fois
corser l'engagement des futurs comptables, parce que au-delà de la formation scolaire, professionnelle, estudiantine, au-delà de ce que l'on apprend un métier, lorsque, avant de l'exercer, on vous oblige à prêter serment, ça donne un certain engagement. Effectivement, ça donne un certain et ça donne un certain crédit aussi à la chose. Naturellement. Mais aujourd'hui, il faut noter qu'avec les évolutions, le métier reste le même, mais la forme a plus ou moins changé. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais la technicité reste la même. Hein? C'est pour ça que vous avez besoin de dire qu'au fond, n'est pas comptable qui le veut. Hein? Effectivement. Mais le serment qu'il faut prêter, généralement, quand vous êtes dans une entreprise, aujourd'hui, il faut le dire, une entreprise, vous êtes soumis à un entretien. Et aujourd'hui, du point de vue physiologique, vous avez des psychologues qui peuvent être là à mesure de pouvoir vous étudier. Donc, dans la forme, les choses ont évolué. Mais dans le fond, ça reste le même métier avec ces mêmes complexités. Naturellement. Avec une certaine technicité, parce que dans tous les cas, quand on parle de carrière, quand on parle de secteur d'activité, à la base, il y a forcément une certaine technicité. Bien évidemment, la comptabilité déjà reprend un certain nombre de normes qu'il faut respecter. Vous ne faites pas la comptabilité comme vous voulez, vous faites la comptabilité tout en tenant compte des règles qui sont soumises. Et vous tenez les livres comptables en fonction de ces règles. En passant, est-ce qu'il y a une différence, plutôt, quelle est la différence particulièrement le comptable et le financier? J'avoue quand même que ça, personnellement, ça m'embrouille un peu. Je me dis, bon, dans une entreprise, le financier c'est qui, le comptable c'est qui? Il y a une nuance, effectivement. Le financier, le comptable, c'est celui qui tient souvent le journal comptable, qui compte un certain nombre d'informations, comme je vous l'ai dit tantôt, à différence du financier qui peut aller au-delà. Parce que dans les entreprises, on parle quand même à la fois de chef comptable, on parle de directeur financier. Ça veut dire qu'il y a une réelle nuance dans la pratique, en fait. Effectivement. Vous avez par exemple des métiers tels que l'analyse financière. Voilà, c'est un métier qui n'est pas forcément réservé aux comptables. Mais dans les formations, surtout universitaires, lorsqu'on se forme dans le métier de comptable, on a quand même quelques outils ou informations liées à l'information financière. Bien évidemment, les deux se relient. Parce qu'après tout, ces outils qui vous permettent d'avoir un certain nombre de décisions qui concernent plus ou moins l'avenir de l'entreprise. On parle d'analyse financière, on parle de métier financier notamment. Quand on essaie de voir l'analyse, c'est plus ou moins accentué au métier du financier. Notamment savoir faire la lecture notamment de tout ce qui est lié aux finances et mettre en place des stratégies en fonction de la situation financière de l'entreprise. Même le comptable peut intervenir, certes, mais le financier, il va peut-être au-delà. Vous avez remarqué à certains managers qui en même temps qui ont les capacités de financier. C'est-à-dire qu'en plus d'être manager global, par exemple, d'une structure, d'un département, d'une direction donnée, ce dernier a souvent aussi des compétences de financier. Effectivement. Parce que sa fonction l'amène forcément à engager l'entreprise dans certaines décisions financières. Effectivement. En tout cas, le temps ne manquerait que de ressasser la pertinence de votre métier, mais puisque c'est une émission exclusive qui porte sur la connaissance de l'homme que vous êtes, allez, comptable, c'est votre carrière, c'est votre profession, mais j'ai remarqué que vous avez une bague à votre numéro, ça veut dire que le cœur de M. Banga n'est plus important. Effectivement, je n'étais pas allé jusqu'au bout de ma présentation. Alors, je suis marié, je vais à ma 10e année. C'est jamais facile. 10 ans déjà le mariage. 10 ans de... Chapeau à vous et chapeau à votre épouse. Merci. Et des enfants Je suis père de 2 filles. Très intéressant. Donc, comme je nos salutations aux filles au Banga. Merci. Comme je vous disais tantôt, je suis ce jeune pour vous rejoindre qui se bat. Pas qui essaie de se battre. En tout cas, qui se bat. Parce que 10 ans de mariage, c'est toute une école. C'est toute une école, en effet. C'est un peu comme on dit, vous avez forcément de l'expérience à partager. Naturellement. Ça, c'est clair. Naturellement. Ce n'est pas n'importe qui réussit à faire 10 ans dans un mariage et ce n'est pas fini. Ça me fait continuer. Pas fini. Et Dieu veut que vous allez dire jusqu'à la fin des temps. Naturellement.
toute façon, on se marie pour si longtemps. Ah, ça c'est très important de le dire, justement. Au fond, le mariage est un engagement de vie. Hein? Naturellement. On ne devait pas s'engager dans le mariage, comme vous direz, pour essayer. Lorsqu'on s'engage dans le mariage, c'est vraiment pour la vie. On ne peut pas s'engager, effectivement, dans une aventure pareille. Donc, j'appelle ça aventure, mais après, peut-être ça ne sonne pas bien, mais on ne peut pas s'engager. Non, mais en fait, on comprend ce que ça veut dire, mais ça, toute la vie elle-même est une aventure. Donc, c'est clair que si la vie dans son ensemble, dans sa globalité, est une aventure, tout ce qu'il y a au sein de la vie, c'est aussi des aventures en miniature. La vie est la grande aventure, mais le mariage est une petite aventure dans cette grande aventure. La vie, comme la carrière professionnelle, est une grande aventure. Moi, je pose ces questions exprès parce que je me dis, dès l'instant où nous avons affaire à Prince Obanga, qui a la capacité de faire déjà au moins 10 ans dans ce mariage, ça veut dire que Prince Obanga nous montre une certaine fidélité dans tout ce qu'il fait. Ce qui m'amène à ceci. De par mes informations, vous êtes en train de créer la fondation qui porte votre nom, la fondation Prince Obanga. Pourquoi cette fondation? Déjà, la fondation Prince Obanga, quand je vais essayer un peu de relater un peu l'histoire de qui est Prince Obanga. Allons-y donc, ce serait intéressant. Prince Obanga, déjà, c'est ce jeune homme qui, en grandissant, qui avait une autre façon de voir les choses, et notamment qui avait cet élan de cœur pour pouvoir venir en aide. Toujours en train d'aider les amis par-ci, les amis par-là. Naturellement. Cette sensibilité, comme on dit, d'avoir le cœur à la main. Cette sensibilité d'avoir le cœur à la main, tout en n'acceptant pas un certain nombre d'inégalités. Parce que les inégalités telles que vous les viviez, vous forcez en fait personnellement. En fait, ça vous dérangeait que de voir certaines personnes subir ou vivre certaines inégalités. Ça me dérangeait et ça me dérange toujours. Jusqu'à aujourd'hui. De voir certaines personnes être dans l'incapacité de pouvoir mener leur vie comme ils s'entendent. Et le Prince Obanga a réalisé qu'à un moment de sa vie, il fallait être un acteur. Au-delà de simples aides classiques ou traditionnelles, vous avez estimé qu'il faut, comme vous direz, sortir le grand jeu. Il faut sortir le grand jeu, naturellement. Voilà, c'est même ça le mot, sortir le grand jeu. Je disais tantôt être acteur et non spectateur. Et l'acteur, c'est celui qui agit, c'est pas celui qui regarde. Au lieu d'être platif, au lieu de se mettre dans une position pour dire que bon, les choses ne vont pas, pour dire que bon, telle personne est en difficulté. Il faut faire face à ces choses. Il faut créer les conditions pour accompagner ton choix. Effectivement, tout en venant en aide à ces personnes. Ça veut dire que dès lors, la fondation Prince Obanga va s'atteler à quoi? Elle va s'orienter vers quel axe? La fondation Prince Obanga a pour mission de s'orienter vers tout ce qui est lié aux personnes vulnérables, en les venant en aide. Donc les aides traditionnelles, dans les aides traditionnelles, effectivement. Les soins, les apports, la nutrition, pourquoi pas. Les apports, et y compris la formation. Mais là, on est comme je dirais, dans la vision classique des fondations d'aide. Hein? Oui, mais la fondation Prince Obanga, j'ai parlé tout à l'heure de la formation. C'est un élément qui n'est pas dans la vision classique des fondations. Ah, d'accord. Au-delà de ce que ça va être l'entraide sociale, nous avons. Comme si je parle dans les orphelinats, tout ça, vous allez en fait au-delà de cela. C'est-à-dire qu'autant il y a des aides, il y a des accompagnements multiformes, mais vous apportez une plus-value en parlant d'accompagnement particulier, de formation. Expliquez un peu ce à quoi ça va s'apparenter. Nous entendons par aider un individu en position vulnérable. Il ne faut pas forcément aller vers ce dernier pour lui apporter l'aide financière ou comme il y a un adage qui dit, pour apprendre à aider quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Parce que si tu le donnes comme disent les Chinois, c'est surtout chez les Chinois qu'on avait mieux compris cela, les Chinois disent, au lieu que je continue à donner du poisson, je préfère t'apprendre à pêcher pour que tu ne sois pas toujours obligé de venir vraiment pour le poisson. Parce que le poisson que je te donne, tu le manges aujourd'hui, demain tu ne l'auras plus. Mais si je te montre comment pêcher, désormais tu sauras comment pêcher et régler les problèmes derrière. Bien naturellement.
vous avez parlé choix, et effectivement, nous les Congolais, nous sommes dans cet état d'esprit, et souvent, nous aimons bien qu'on vienne en aide, sans pourtant qu'on nous apprenne. Justement, il y a une forme de paresse quand même chez nous, les Congolais, il faut le dire, entre nous Congolais, on ne peut pas ne pas le noter, vous avez raison, M. François. Et donc, ça, c'est une enquête qui a été faite, nous avons souvent fait des études, et ce qui nous a permis de connaître notre marché, et savoir que nous avons affaire à une population, effectivement, qui attend que vienne en aide, et d'où il fallait, comme vous avez dit, innover en mettant en pratique un certain nombre d'apports, notamment sur la formation professionnelle, notamment sur la création d'entreprises, et favoriser un peu tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, d'accord, ce qui pourrait booster également aussi. Ça veut dire que la fondation va viser, par exemple, l'accompagnement des projets. Naturellement, l'accompagnement des projets, effectivement, va accompagner des personnes déjà qui sont déjà porteurs de projets, et cette fondation sera à même mesure de pouvoir créer des ateliers projets, ce qui permettrait un épanouissement plus ou moins économique. Ça veut dire que si je vois très bien, la fondation Prince Obanga est en train de viser un maillage national. Naturellement. Alors déjà, le bureau officiel sera basé où? Quand-moi, Brazza, quelque part, où est-ce que vous avez choisi le lieu officiel d'implantation du bureau? Le lieu officiel, il faut noter Prince Obanga lui-même mène sa vie sur Panois. Ah d'accord, il est résidé avec sa famille. Donc la logique voudrait que le bureau officiel de la fondation soit basé à Panois, et certainement, voir dans le temps comment implanter les antennes partout. Comment on devait faire pour s'étendre au niveau national. Bien sûr. Parce qu'il faut capitaliser. Il n'y a pas les soucis, il n'y en a pas qu'à Panois, il y en a partout au Congo, à Panois, à Brazza, à Oyo, à Swanké, à Matibou, à Karameka, ou ce que j'en sais d'autres. Bien évidemment. Les soucis, il y en a partout. Et nous sommes une fondation qui viendra avec une mission, pas seulement pour Panois, mais une mission qui va s'étendre au niveau national. Donc, notre cible, on va dire, c'est les personnes qui résident sur le territoire national. Donc, on a dit personnes vulnérables, personnes de troisième âge, personnes démunies, les orphelins. Entre toutes celles et ceux qui seront en condition de recevoir de l'aide et aussi de recevoir de l'accompagnement. Effectivement. Maintenant, derrière cela, vous savez, je suis journaliste, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions qui fâchent. On dit souvent que lorsque quelqu'un lance un projet, il y a toujours un non-dit. C'est quoi le non-dit derrière la création d'une fondation? Puisque par ailleurs, de par mes informations, vous êtes membre du Parti congolais du travail, donc jeune cadre au sein de la formation politique PCT, et tout le monde sait, tous les Congolais savent que le PCT c'est le parti au pouvoir, le parti majoritaire au niveau à la fois de l'Assemblée nationale, mais pas seulement. Lorsqu'on est membre du Parti congolais du travail, parti majoritaire, parti au pouvoir, et que l'on ambitionne désormais de mettre en place une fondation qui va œuvrer à la fois dans l'humanitaire, dans la philanthropie, dans l'aide, et même dans l'accompagnement des projets tels que c'est en train d'expliquer. Parce qu'il y a derrière, c'est quoi le deal? Est-ce qu'il y a une ambition derrière cette fondation? Pourquoi cette fondation et pourquoi maintenant? Parce que je rappelle quand même que nous sommes à quasiment une année de la prochaine consultation présidentielle dans notre pays. La prochaine élection présidentielle, officiellement, c'est pour mars 2026. Vous êtes membre du Parti congolais du travail. À une année de cette grande échéance électorale, jeune cadre au sein de votre parti, vous estimez, vous décidez de lancer la fondation qui porte votre nom. Est-ce que c'est juste un hasard de calendrier? On va dire, des fois, il y a certaines décisions dans la vie qui arrivent et généralement tout tient compte, c'est vrai, surtout à un certain nombre d'aspects. Pour le cas échéant, s'il faut qu'il y ait par rapport au fait que je sois membre du Parti congolais du travail, ça veut dire... Moi, je fais des corrélations, hein. Je constate que ça veut dire quand je parle des membres du Parti congolais du travail, il crée une fondation. Il se trouve aussi que nous sommes à une année de la présidentielle. C'est une très bonne question, mais en même temps, je veux dire, si je vais sur cette base-là, j'aurais échoué à ma mission. Parce que, je vous ai dit tantôt, Prince Obanga déjà, c'est celui depuis son jeune âge,
qui avait cette envie de venir en aide à son entourage. En tout cas, à toutes celles et ceux qui sont autour de lui. Toutes les personnes qui pouvaient se présenter dans des situations assez difficiles. Et effectivement. Et d'ailleurs, dans cette condition-là, c'est jamais évident d'aider un plus grand nombre. Parce que bon, même quand on peut être multimillionnaire ou milliardaire, on n'a pas toujours l'argent pour donner 10 000 francs ici, 10 francs là-bas, 1 million là-bas. Or, la fondation prend une dimension sérieuse et une dimension d'encadrement et de concentration d'énergie, en fait. C'est la meilleure manière, d'ailleurs, de canaliser les énergies. De canaliser les énergies. Et tout pour répondre un peu à votre question, je suis membre du parti du travail, certes. Mais s'il faut s'en tenir par rapport aux objectifs que je suis assigné, ça veut dire que s'il faut revenir un peu sur votre question, donc quelque part, la Fondation Prince Aubin avait existé jusqu'aux échéances et n'aura plus sa raison d'être. Je posais la question juste parce que je faisais la corrélation avec le hasard d'agenda. Ce n'est qu'une coïncidence entre les agendas, parce que bon, ça coïncide parce que vous lancez la Fondation en 2025, il se trouve qu'après 2025, c'est 2026, et 2026, c'est l'année de la présidentielle de notre pays. Maintenant que vous nous dites que non, ce n'est qu'un hasard de calendrier. Ce n'est qu'un hasard. Parce que la Fondation vise bien plus que la présidentielle de 2026. Effectivement. Bien plus que, mais sinon, oui, bien plus que la présidentielle 2026. Le but de la Fondation, c'est pas regarder tout ce qui est lié à la politique. Le but de la Fondation, c'est plus ou moins se baser sur tout ce qui est communautaire. Si j'ai bien noté, justement, il y a le communautaire, il y a la philanthropie, il y a l'humanitaire, il y a l'entraide, il y a l'accompagnement des projets. Donc, je veux dire que c'est plutôt technique, rien à voir avec la politique pure. Ça n'a rien à voir avec la politique. Généralement, au Congo, quand nous lançons un projet de la sorte, surtout quand vous êtes dans un parti politique, généralement, on a tendance à faire le voilà pourquoi. Forcément, vous pointez du doigt, et moi, en tant que journaliste, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Non, c'est normal, c'est une très bonne question. Pour que les téléspectateurs et les différents internautes ne disent pas attendez, bon, monsieur le journaliste, il faut me poser la question, pourquoi cette coïncidence? Pourquoi maintenant? C'est une très bonne question. Et généralement, ce que l'on dit, il est en train d'envisager, soit il cherche un poste, et voilà pourquoi il est dans cet élan et il souhaiterait. Avant tout, il faut retenir toutes les personnes qui se lancent dans une aventure. Dans une aventure donnée, dans une vision donnée. Une aventure, notamment comme celle-ci. Il faut d'abord connaître leur histoire et il faut chercher à voir un peu ce qui sera demain. Malheureusement, nous, on a tendance à aller un peu trop vite. On a tendance à aller après tout, chacun est libre justement de se lancer dans n'importe quelle aventure, dans n'importe quel projet. Tant que ça va dans le droit chemin, comme on dit, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, sur un plateau de télévision, je ne peux pas m'empêcher justement d'interviewer et d'aborder toutes les questions qui peuvent mettre les différents téléspectateurs, les différents citoyens qui nous suivent à l'aise pour mieux apprécier et surtout pour mieux se faire une idée justement de l'homme qui est en face d'eux. Parce que il y a que, même au sein de votre formation politique, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des cadres de tout genre. C'est toujours bien que les uns et les autres suivent et apprécient au mieux votre engagement, déjà personnel, au-delà de votre engagement politique. Je pense que cette histoire me mène à vous relancer sur l'aspect que voici. Comment vous sentez-vous justement dans la peau à la fois de politique et de philanthrope et d'humanitaire? Est-ce que vous pensez que c'est conciliable que d'être à la fois homme politique, parce que vous êtes dans un parti politique, vous êtes militant au sein d'une formation politique, et vous vous dites, au-delà de mon militantisme politique au sein de ma formation politique, dans votre cas c'est le PCT, vous vous dites, moi je suis humain, tenant compte de mon passé, de mon histoire, de mon enfance, de tout ce que j'ai toujours vu, de mon obligation, en tout cas, selon, comme on dit en religion, selon votre appel, vous dites, il me faut un projet qui puisse m'aider à mieux aider les gens. Je dis, comment vous conciliez tout ça? Comment vous entendez désormais concilier à la fois votre vie de cadre politique au sein du PCT et désormais de président d'une fondation, donc la Fondation Prince Aubin? En tant qu'homme politique, il faut noter, en tant qu'homme politique, une mission certes, mais dans ma mission, je ne me limite pas seulement en tant qu'homme politique. C'est un homme politique, généralement, il regarde plus ou moins tout ce qui est intérêt collectif. Et souvent intérêt personnel aussi. Et intérêt de sauvegarde du pouvoir. Mais moi, je suis considéré aujourd'hui, dès lors que je décide de pouvoir servir le peuple, je me considère comme étant un homme d'État. D'accord. La nuance, un homme d'État, c'est celui qui
disons d'ensemble. Un homme d'État, c'est celui qui prend l'intérêt général. Et donc, toute cette nuance, et déjà, je tenais à dire, par contre, s'il faut aller sur la question que vous m'avez posée, en tant qu'homme, membre d'une fonction politique, voilà, et à la fois président de votre fondation désormais. D'autant plus que mon rôle en tant que président d'une fondation, effectivement, c'est de servir la communauté. Et je pense que la communauté globale. Hein. La communauté globale. Je pense qu'il n'y a pas le fait de hasard. Il n'y a pas le fait de hasard. Je me suis lancé en politique parce que j'ai cet intérêt de pouvoir contribuer pour l'épanouissement de mon pays. Et à la fois, j'ai dit tantôt, je ne me lis pas en tant qu'homme politique, je me vois en tant qu'homme d'État. Qui tient un homme d'État ne veut pas se limiter en tant que membre du parti congolais du travail. Et c'est une responsabilité que d'ambitionner d'être, de s'opposer en homme d'État. Hein. C'est une responsabilité énorme. C'est une grande responsabilité. Généralement, qui ne veut pas, qui veut devenir homme d'État ne l'est pas forcément. En tout cas, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons un exemple d'homme d'État, notamment notre président, je parle du parti, le président du comité central. Vous parlez du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est un homme d'État. Pourquoi vous le qualifiez d'homme d'État? C'est vrai que nous sommes en train de chuter dans cet entretien, mais puisque vous l'avez soulevé rapidement, pourquoi vous estimez que Denis Sassou Nguesso, qui se trouve être le président du comité central de votre parti politique, mais aussi président de la République du Congo, pourquoi vous le qualifiez d'homme d'État? C'est un homme d'État de par sa vision. Déjà, il faut noter. Cet homme a toujours donné la paix, de par son engagement politique. Et c'est un homme qui, je pense que, quelque part, avec tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a donné pour ce pays, je pense que c'est cet homme qui est rentré dans l'histoire de ce pays. Pourtant, il fait l'objet de beaucoup de critiques de la part de ses opposants et de ses détracteurs. Naturellement, vous avez déjà vu un arbre qui porte des fruits. Vous verrez, ces fruits vont rester tels quels. En tout cas, belle réponse du berger à la bergère. Naturellement. La population, s'il faut noter, apportera des critiques. Et je pense que les critiques, c'est une façon de s'améliorer aussi. C'est toujours bien de faire l'objet des critiques. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous que lorsqu'un arbre porte des fruits, il fera forcément l'objet de convoitise. Cela va de soi. Tout le monde voudra prendre le fruit, soit pour le manger, soit pour le faire tomber, soit pour le faire pourrir. Mais en tout cas, il y aura toujours des critiques. Après, c'est des critiques qui peuvent être fondées. Bien sûr. Mais ça ne peut pas discréditer l'individu, ça ne peut pas effacer. Ça ne peut pas tuer la dimension d'homme d'État qu'il est. Voilà, ça peut et d'ailleurs, parlant de critique, quelqu'un a aussi dit la critique est souvent aisée, mais l'art est difficile. Parce que c'est facile que de critiquer quelqu'un qui est président. Mais la question, c'est de se dire si toutes celles et ceux qui critiquent dans le cas d'espèce de Denis Sassou Nguesso devaient être à sa place, est-ce qu'ils seraient capables de faire mieux? Comme disent les anglophones, that's the question. Effectivement. Et ce que je retiens en ce grand homme, que vous qualifiez d'homme d'État justement, et à juste titre. J'ai toujours cherché, au-delà des critiques, je cherche toujours à regarder sa réaction, mais jamais j'ai vu réagir quelquefois. Oui, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de réagir souvent aux critiques ou aux provocations. C'est ça qui fait la différence, notamment. Il y a une grandeur quand même, ça il faut l'avouer, il y a une certaine grandeur d'esprit. Vous voyez, à côté, vous avez des hommes politiques qui peuvent être là. Qui sont réactifs. Qui sont réactifs, mais à côté, vous avez un homme d'État qui ne réagit pas. Qui encaisse, qui suit sa mission, en effet. On peut le dire ainsi. Il y a un doigt ne peut pas nettoyer le visage. Et dans une main, c'est 5 doigts qui sont censés nettoyer un visage. Et d'où ma contribution en lançant cette fondation, ce serait d'apporter d'autant plus pour tout ce que je dispose comme énergie, tout ce que je dispose, et je vais exhorter effectivement la plupart des Congolais à leur niveau de pouvoir aussi apporter. D'apporter leur pierre à l'édifice. Leur contribution pour l'épanouissement de ce pays. J'ai compris une chose, que chaque Congolais a un rôle à jouer en ce qui concerne l'épanouissement de
notre pays. Où je reviens pour exhorter tous les Congolais de pouvoir, de là où, quel que soit le niveau là où ils se trouvent, de pouvoir apporter la pierre à l'édifice. En passant, je vais essayer de vous relater une anecdote. Étant très jeune, j'avais tendance à critiquer mon faux père. Parce que, à son âme, qui avait des responsabilités, et souvent je le critiquais. Quand je regardais un peu certaines situations, je critiquais. Mon père me disait, tu finiras par comprendre avec le temps. Et je pense qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre que j'avais aussi un rôle à jouer. Il ne s'agissait pas seulement de... Que ce n'était pas facile pour lui en tant que père. Effectivement, il ne s'agissait pas seulement de mettre la responsabilité aux autorités, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut aussi... Chaque citoyen doit être responsable. Chaque citoyen devait être responsable à son niveau, se dire que tiens, l'avenir de ce pays ne concerne pas que le président de la République. L'avenir de ce pays concerne effectivement tous les citoyens. Moi, chacun à son niveau devait contribuer. Chacun à son niveau. Et ça, c'est très fondamental. J'ai d'ailleurs quelqu'un que j'ai l'habitude de recevoir sur le plateau, un de vos camarades dans le parti, Victor Pondra, que j'ai reçu le 5 février dernier, qui avait dit quelque chose d'intéressant en me disant, monsieur le journaliste, dans un pays, les citoyens n'ont pas que des droits, ils ont aussi des devoirs. Naturellement. Donc c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Naturellement. Et ce camarade, vous faites allusion, Victor Pondra, je pense que c'est parmi les piliers de la jeunesse. Je pense que quelque part, il est intéressant de pouvoir encourager. On n'attend pas souvent. Généralement, nous, les Africains, on a tendance toujours à parler du problème de la personne quand elle n'est plus là. Alors, il faut encourager pendant que la personne fasse davantage. Je ne dis pas qu'elle sera toujours là, mais seulement pour louer un peu tout le travail là-dessus, par ce dernier. Et comme je le disais tantôt, je reviens pour exhorter toute la jeunesse congolaise qui prenne à un moment donné cette décision pour pouvoir s'éveiller. Merci. Ça, en tout cas, Prince Obanga, votre pensée a été saisie, comprise certainement. Madame, Messieurs, très chers téléspectateurs, amis internautes, c'était Prince Obanga, congolais, comptable de formation de carrière, époux, mari, père d'enfants, mais désormais président de la fondation qui porte son nom, la fondation Prince Obanga. On a aussi découvert que c'est aussi un membre du Parti congolais du travail, parti majoritaire à l'Assemblée nationale de notre pays, parti au pouvoir. Avec Prince Obanga, on a compris que au-delà de tout ce qu'on peut critiquer, au-delà des critiques, au-delà du vécu, c'est toujours important que de penser aux autres, et c'est toujours important que d'apporter sa pierre à l'édifice. Lorsqu'on est citoyen dans un pays, on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. En tout cas, pour notre part, l'interview exclusive de Kodo Media Group a pris fin pour cette livraison-ci. Merci à Joël Nguele et à toute son équipe technique pour la pertinence et la réussite du côté de la réalisation. Comme on dit à la télé, prochainement sur cet écran.